On pourrait s'étonner parfois de l'origine peu glorieuse qui peuvent avoir les choses les plus élevées. Qui pourrait nous dire que l'hymne d'un des pays les plus puissants du monde, dû à sa puissance et son développement économique, et sachant que l'hymne c'est l'emblème de toute une nation, a ses origines dans les fesses malades d'un roi français. Cette histoire peut paraître dure, bizarre, on peut dire même scatologique, mais comme je dis toujours, faisons un peu d'histoire. Je vais vous parler de Louis XIV, le même qui, dans l'insolence de son autocratie, a dit « l'État c'est moi », et qu'en parlant de sa personne, disait « nous », en majuscule, comme si la nation française et une bonne partie de l'Europe marchaient au rythme de son cœur. Louis XIV se faisait appeler « Roi Soleil », et il croyait qu'il était presque un dieu vivant. Mais Louis XIV, en réalité, avec toute la grandeur qu'il voulait montrer, était une personne à la santé plutôt fragile. Pour commencer, il était déjà roi à son enfance, bien que ce soit sa mère qui avait le rôle de régente, c'est-à-dire c'est elle qui régnait et gouvernait en son nom. Au début, Louis XIV a dû affronter ce que l'histoire connaît sous le nom de la Fronde, qui était une rébellion des nobles qui ne voulaient pas obéir à la parole autocratique du roi. Il a souffert de la variole, une maladie endémique en Europe à cette époque, et qui coûta de nombreuses vies. A presque failli de mourir de cette maladie. À cette époque, manger beaucoup et être gros était un signe de bonne santé. Le roi, qui était aussi le roi Soleil, marchait somptueusement. Venir voir marcher le roi était un spectacle auquel tout le monde voulait et devait assister. Le reste des habitants de Versailles marchaient après le roi Soleil. À l'âge de 48 ans, une plume qui remplissait l'un des coussins de sa voiture royale lui blessa l'anus. Je vous rappelle que le roi marchait beaucoup. D'autre part, le lavement était utilisé presque tous les jours, de sorte que le roi était assis sur le trône environ 16 fois par jour. Il aimait aussi beaucoup l'équitation. Donc, tous les ingrédients étaient la formule parfaite pour qu'une fistule anale apparaisse dans le royal derrière. Nous devons nous rappeler que nous parlons de l'année 1686. Le médecin dédaignait de toucher les sang. Donc, tout problème médical lié au sang était traité par les coiffeurs. Et rien de plus naturel selon eux, puisque c'était les coiffeurs qui manipulaient les lames et les rasoirs. C'est les coiffeurs qui effectuaient les opérations, les extractions d'une dent et l'amputation d'un membre. Les médecins regardaient seulement et donnaient des instructions, mais ne touchaient pas le sang. Devant le sérieux qui prenait la fistule royale, le coiffeur de Louis XIV, Charles-François Félix, a vu la nécessité d'intervenir dans le derrière du roi. Pour cela, il utilisa, afin de prendre un peu de pratique, plusieurs dizaines de médians et de prisonniers qui avaient la même affection que le roi. Les historiens parlent de 75 victimes qui, de leur vie, ont contribué aux pratiques de l'opération royale. Félix
a également inventé un type particulier de scalpel curve à la royale qui est actuellement conservé au musée de l'histoire de la médecine de l'Université de Paris, qui peut être visité dans le 16e arrondissement de cette ville. La date choisie fut le 18 novembre 1686 au matin. Afin de ne pas affaiblir la position de Louis XIV devant la cour et le reste des puissances européennes, la cour est envoyée au palais de Fontainebleau. Tout a commencé à 7 heures du matin. L'endroit choisi était la chambre du roi. Louis XIV se déshabilla. Un grand oreiller fut placé sous son ventre pour lui montrer le site royal. Les seuls témoins de cette intervention chirurgicale étaient les médecins, le barbier et Madame de Maintenon, que le roi avait secrètement épousée. Au profit d'un personnage aussi peu apprécié, on peut dire qu'il a enduré les 3 heures qui duraient cette intervention très douloureuse, en se contentant de dire de temps en temps « Oh mon Dieu !» ou « Félix, oubliez que je suis votre roi et faites semblant que je suis n'importe quel paysan. » Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que l'anesthésie n'existait pas à ce moment-là. La seule chose qui pouvait faire Madame de Maintenon était de tenir la main de son mari et de l'encourager à endurer par des paroles aimables. Pas de cris. Un roi très veillant. En peu de temps, cette blessure était réinfectée. Rappelons-nous que c'était dans un anus, aussi royal soit-il. Il fallait le ouvrir et le nettoyer avec des pansements imprégnés de vin de Bourgogne. Quelques mois plus tard, le traitement fut terminé et on annonça aux 4 vents que le roi avait guéri d'une opération aussi horrible et dangereuse. Des tédéons sont chantés, dont le plus célèbre est celui du compositeur titulaire de Louis XIV, Jean-Baptiste Lully. Parmi les hymnes des louanges au Seigneur pour la guérison tant entendue, les dames orphelines de l'école de Saint-Cyr ont chanté un hymne dont les paroles ont été écrites par Madame de Brion, mère supérieure de Secoubon et nièce de l'épouse du roi, Madame de Maintenon. La musique a toujours été l'inspiration de Jean-Baptiste Lully. Et que disaient les paroles qui avaient été écrites par la mère supérieure des orphelines? Grand Dieu sauve le roi, grand Dieu venge le roi, vive le roi. Que toujours glorieux, Louis victorieux, venge ses ennemis, toujours soumis. Dieu sauve le roi. Les mêmes mots de l'hymne britannique. À partir de ce moment, chaque fois que le roi venait visiter les orphelines, l'hymne en question était chanté. C'est devenu une coutume et cet hymne a commencé à être chanté non seulement à l'occasion de la visite royale à l'école de Saint-Cyr, mais à chaque présence de Louis XIV. D'autre part, le compositeur allemand Handel fut un peu plus tard le compositeur officiel du roi britannique George Ier. En fait, il poursuivit sa carrière avec son successeur, George II. En visitant Versailles en 1714, Handel attendit l'hymne. On raconte que sur un bout de papier, il écrivit les notes de la mélodie et quand il arriva à Londres, il composa un hymne
toujours en utilisant cette mélodie de Jean-Baptiste Lully, et toujours avec les paroles de Madame de Brionne, la mère supérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le plagiat est une chose ancienne. Une fois son travail terminé, Handel le présente à Georges Ier comme le très solennel God Save the King, et de là à être considéré comme hymne britannique, il ne restait plus qu'un pas. Nous savons que lorsque c'est une femme qui règne en Grande-Bretagne, parce que dans ces pays n'existait pas la loi salique qui les interdit, le nom de l'hymne passe à être God Save the Queen. Et dire que quelques années plus tard, les Russes se sont inspirés exactement dans les mêmes paroles de Madame de Brionne avec son hymne Bože Tsaria Hrani. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire, le dire à vos amis, m'aider dans la diffusion. Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour le suivi que vous faites à mon travail, tout en vous disant à la prochaine.